Deuxième table ronde, donc, qui va être modérée par Sylvie Demurger, donc, directrice adjointe à l'INSHS pour l'international, et donc, qui s'occupe notamment de cette attribution de tout ce qui concerne les centres français à l'étranger. Donc, voilà, Sylvie, je vais vous passer la parole, et puis pour présenter donc, les différents intervenants. Merci à vous. Merci Eric, merci Élise et Marielle pour cette invitation et l'organisation de cette longue journée et en particulier de cette table ronde. Alors comme l'a indiqué Eric, donc cette table ronde s'intitule Favoriser le travail en réseau entre les UMIFRE et l'idée de la table ronde c'est à partir d'exemples d'initiatives inter-UMIFRE qui vont donc être présentées par nos 4 intervenants. Eh bien, revenir sur les apports, les difficultés, et puis donner des perspectives pour l'avenir en termes de coopération inter-UMIFRE. Alors, vous allez le voir, les quatre éclairages qui ont été proposés sur cette table ronde, en fait, couvrent des temporalités très différentes, puisqu'on va voir en particulier les observatoires urbains qui ont été créés pour certains d'entre eux dès la fin des années 80, au début des années 90, et puis une initiative beaucoup plus récente, puisqu'il y aura aussi le séminaire SOCOSMA qui a été mis en place au printemps 2020 et qui donc est l'initiative, on va dire, la plus récente. L'autre variété en fait de ces initiatives, elle couvre aussi le type d'initiative qui va être présenté, et en particulier, alors ce que je trouve très intéressant dans cette composition de la table ronde, c'est que là on couvre en fait vraiment les différentes missions des unités à l'étranger. Il y a la mission d'activité de recherche, de diffusion de la recherche, donc à travers des séminaires, l'activité de recherche en tant que telle. Il y a aussi la mission de documentation et de mise à disposition de ressources documentaires. On le verra en particulier à travers le programme Bibliothèque d'Orient. Et puis il y a enfin la mission tout aussi importante de formation des jeunes générations de chercheurs, et on verra, je pense, par l'intervention de Wassila sur les coopérations inter-UMIFRE autour du réseau des études maghrébines. Alors, nos 4 intervenants aujourd'hui sont donc, alors je les cite dans l'ordre d'intervention qu'on m'a donné. Donc, le premier, ce sera Laurent Bonnefoy, qui est chercheur CNRS actuellement affecté au CEFREPA, donc ancien CEFAS pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas vu le changement du nom. Donc, le CEFREPA est désormais le Centre français de recherche de la péninsule arabique. Laurent va nous présenter donc le séminaire que je viens de mentionner, le séminaire SOCOSMA qui a été monté dès la fin du mois d'avril 2020 avec pour objectif de présenter des recherches en cours, des premières hypothèses, des conclusions autour de la question du Covid-19 dans les sociétés du monde arabe, et qui réunit 5 UMIFRE, donc le Centre Jacques Berck au Maroc, l'IRMC en Tunisie, le CDEJ, dans sa version Le Caire et Khartoum, l'IFO, et donc bien évidemment le CEFREPA. La deuxième intervenante sera Géraldine Châtelard, qui est chargée de mission pour les relations internationales Moyen-Orient à la Bibliothèque nationale de France. Donc Géraldine nous présentera le programme Bibliothèque d'Orient, donc qui est une bibliothèque numérique collaborative qui a été mise en place au milieu des années 2010, si mes informations sont bonnes, et qui associe à la BNF un certain nombre de bibliothèques patrimoniales et de recherche qui sont implantées au Moyen-Orient, dont encore une fois l'IFPO, l'IFEA également à Istanbul, et un certain nombre d'autres unités. Je mentionnerai en particulier l'IFAO, le CEALEX ou encore les BAF. Le troisième intervenant sera Jean-François Pérouse, qui est enseignant-chercheur à l'Université Toulouse Jean Jaurès et qui a été avant cela directeur de l'IFEA au début, on va dire, des années 2010. Et Jean-François nous présentera le réseau des observatoires urbains. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le dernier cahier du ZUMIF qui a été mentionné en tout début de session, je crois, par Eric.
Le dernier cahier des UMIF, qui est paru en décembre dernier, proposait un focus sur justement les observatoires des UMIF. Et il soulignait à juste titre le double rôle de ces observatoires, qui est à la fois donc un rôle d'analyse et de production de savoir, mais aussi un rôle de sensibilisation et de formation en facilitant l'accès à l'information et aux ressources documentaires, quel que soit le type, les supports de ces ressources. Et ces différents observatoires travaillent également en réseau, en s'appuyant sur des collaborations, notamment avec les institutions locales. On a un certain nombre d'observatoires, les observatoires urbains, bien évidemment, je pense qu'il sera beaucoup question de l'observatoire urbain d'Istanbul. Il y a également l'observatoire urbain de l'IFPO. Et plus récemment, je voulais aussi citer la création, à l'occasion, encore une fois, de la crise de 2020, de l'observatoire urbain, rural et des espaces naturels de l'Asie centrale par l'IFEAC, puisque nous sommes encore dans la zone qui est couverte par le GISMOM. Enfin, la dernière intervenante sera Wassila Saïdia, qui est actuellement directrice de l'IRMC, notre centre à Tunis. Et Wassila donc, abordera les coopérations inter-UNIFR au Maghreb. Donc, je suppose, enfin, j'imagine, Wassila, que tu parleras du réseau des études maghrébines, qui est une collaboration scientifique entre la Casa de Velasquez, l'École française de Rome, le Centre Jacques Berck, et donc l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Et qui organise en particulier des écoles doctorales en association ponctuelle avec d'autres partenaires, qu'ils soient français ou locaux. Je pense aussi qu'il sera peut-être fait mention de l'école doctorale itinérante en SHS, qui à nouveau associe le Centre Jacques Berck et l'IRMC. Voilà, j'ai dressé un tout petit portrait pour vous situer le paysage et ces différentes initiatives. Je vais maintenant laisser les intervenants les décrire plus précisément. Et encore une fois, donc revenir sur les apports, sur éventuellement les difficultés, sur ce qui pourrait être amélioré de manière idéale et donc en leur demandant aussi de tracer, comme l'a dit tout à l'heure Eric, quelques perspectives pour l'avenir. Donc, je donne tout de suite la parole à Laurent, encore une fois. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si mon écran apparaît en partage. Oui, ça marche. Oui, très bien. Merci pour cette initiative. Et puis, je pense que même s'il y a des côtés très frustrants, le nombre de pays, d'institutions représentées ici et l'expression en acte, je dirais, du bien fondé de cet outil. Et je vais un petit peu m'appuyer justement sur voilà, l'apport, donc voir peut-être la dimension la plus positive de cet outil Zoom. Qui nous a amené en fait à lancer au sein depuis le CEFREPA, mais en coordination en fait avec les autres UMIFRE du monde arabe, un séminaire qui en fait s'est appuyé sur ce que j'ai noté là comme étant un double diagnostic. Ce double diagnostic, il se fondait déjà sur, je dirais, une expérience particulière qui est celle du CEFAS à l'époque et maintenant du CEFREPA, c'est-à-dire d'une forme d'éclatement sur différents sites avec, on va dire, la maison mère qui est au Koweït, et puis Frédéric Lagrange qui est à Abu Dhabi et moi-même à Mascate. Et donc, on avait un usage assez poussé de Zoom et des réunions de ce type-là. Parfois, on ne s'était même jamais rencontrés physiquement, parce que rapidement, il y a eu les restrictions liées à la pandémie. C'est le cas, par exemple, de Frédéric, qui, lui, n'a jamais pu aller au Koweït. Et puis, par ailleurs, moi, ma propre expérience à l'IFPO, territoire palestinien, m'avait aussi amené à penser que finalement, ça aurait été formidable d'avoir cet outil il y a quelques années. Ça aurait facilité bien des choses. Donc, la pertinence de cet outil technique Zoom, des séminaires en ligne, elle nous est apparue rapidement. Et puis, elle se fondait aussi sur des considérations peut-être plus liées à une prise de conscience environnementale face aux pratiques des chercheurs. Il est de moins en moins pertinent, légitime, justifiable de se déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres pour aller parler
pendant un quart d'heure. Et aujourd'hui, on a cet outil technique qui, à mon avis, va rester. Le second diagnostic était lié à peut-être une forme d'atomisation du réseau humifre, et c'est ce qui justifie, je pense, la réunion du jour, de se dire bon, quels sont les moyens par lesquels on peut essayer de développer eh bien, des initiatives. Alors effectivement, il y avait l'Observatoire urbain. Moi-même, ayant séjourné dans différents humifres, j'étais particulièrement sensible et donc on a pu élaborer collectivement finalement cette initiative-là. Alors ce double diagnostic nous a amené en fait dès fin mars, lors d'une réunion sur Zoom, à émettre l'hypothèse, la nécessité face à l'événement qui était celui de cette pandémie qui structurait ou restructurait très directement et notre mobilité dans la région et la vie de l'ensemble des habitants de la planète, à essayer d'imaginer quelque chose qui justement nous permettrait ensemble de réagir à l'événement. Alors, on était au CEFAS à l'époque, peut-être pas assez nombreux pour justement avoir cette masse critique, mais il y avait là un potentiel comparatif qui nous semblait extrêmement important. Et l'échelle du monde arabe, elle nous apparaissait comme étant peut-être la plus évidente, pas nécessairement la plus pertinente, si on peut penser à des ensembles sous-régionaux. Je pense que, par exemple, le Golfe aurait très bien pu s'insérer avec, par exemple, le centre à New Delhi pour ce qui concerne bien les mobilités. Mais on a là un réseau qui est assez cohérent avec 5 plus 1 humifre si on ajoute le CEDEJ Khartoum. Et c'est ce qu'on a tenté d'élaborer. Alors, on a au fil de l'année mis en place, en collaboration, enfin depuis le CEFREPA, particulièrement donc Frédéric Lagrange et moi-même, mis en place ce réseau avec un principe d'organisation tournante. On a eu 11 séances donc sur une année. On va en avoir la 11e, pardon, va être organisée depuis Beyrouth par l'IFPO. Et puis, on aura une 12e avec en vedette américaine Istanbul qui présentera son travail. Donc là, on a une incursion hors du monde arabe qui peut être légitime et je dirais que c'est une matière importante de discussion. Laurent, est-ce que tu pourrais agrandir ton PowerPoint parce qu'en fait, on le voit un tout petit, comme il est petit sur ton écran. Ok, alors j'essaie de voir. Est-ce que c'est mieux là? Moi, je vois pas de différence là. Oui, voilà, parfait. Merci. Ok, ouais, bon. Ok. Désolé. Et donc, avec ce système d'organisation tournante, on a au cours de l'année pu avoir de fait 5 institutions directement impliquées. Il est vrai que du fait d'un changement à la tête du CEDEJ Khartoum, on n'a pas eu d'organisation de séminaire depuis cette UMIFRE-là. Mais on a eu deux séances organisées depuis Rabat, une depuis Tunis, 2 depuis le Caire, 3 depuis Beyrouth et puis 3 aussi depuis le Koweït. À chaque fois avec un horaire fixe. Alors il fallait souvent jongler avec les changements d'heure qui changent entre pays du Maghreb et ici. C'est pas toujours simple de déterminer exactement sur quel fuseau on est, mais ça a plutôt été satisfaisant. On a réussi à avoir entre 50, voire un peu plus pour les premières séances, et 25 participants à chaque fois en ligne. Et après, une logique de mise en ligne sur YouTube de la vidéo qui parfois impose un montage. Donc, vous voyez ici la capture d'écran. Alors,
cette initiative je dirais, pose un certain nombre de questions. On a été confronté à trois défis principaux. Le premier concerne peut-être les ressources scientifiques qu'on a pu mobiliser au fil du temps. On remarque malgré tout qu'il y a peut-être eu une forme de basculement progressif de ressources internes, c'est-à-dire de chercheurs ou chercheuses qui sont directement affiliés au centre de recherche, à finalement la mobilisation de chercheurs et chercheuses extérieurs et rattachés donc à des universités ou institutions locales dans les pays sur lesquels les institutions travaillent. Ce qui pose, je pense, un problème, enfin une question de philosophie d'un tel séminaire. Est-ce que c'est pour valoriser les ressources qui sont produites par l'institution elle-même, ou est-ce qu'on en fait plutôt un outil de coopération extérieure? Alors comme là, on a, je dirais, volontairement cherché un objet large qui concerne un petit peu peut-être plus les sciences sociales du contemporain, mais qui, je dirais, concerne chacune et chacun. Les ressources, on doit pouvoir les trouver, mais c'est vrai que si on cherche à développer quelque chose de plus spécifique, on a peut-être une vraie question qui se pose là sur les ressources. Ensuite, on a eu, je dirais, le défi de la mise en ligne en contexte autoritaire. On a jusqu'à présent réussi généralement à mettre les séminaires en ligne. On a eu juste un cas où la captation n'a pas donné lieu à une vidéo YouTube. Et puis d'autres fois, on a du montage à faire. Alors les ressources en interne au CEFREPA ne permettent pas toujours d'être réactifs, tant et si bien que par exemple le dernier séminaire pour lequel il y a eu des soucis techniques eh bien, n'a pas encore été mis en ligne. Et puis le défi, le dernier est peut-être lié plus à, je ne sais pas si on doit dire de l'épistémologie ou de la philosophie de la recherche, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a aussi une forme de, je ne sais pas si on doit dire, d'incompréhension, de tension qui peut exister en interne sur voilà, le bien fondé finalement d'une réactivité des chercheuses et des chercheurs face à l'événement. De se dire que eh bien, si on souhaite, en tant qu'institution, assurer une forme de visibilité, faire œuvre de diffusion de nos travaux, il y aurait peut-être soit des compromissions, soit finalement on tomberait dans l'expertise. Et là, il y a parfois eu, je pense, un certain nombre d'incompréhensions face à ça, parce que clairement, le séminaire, parce qu'il touchait un objet qui concerne au-delà je dirais, des dynamiques proprement disciplinaires, eh bien, il y a eu parfois ces tensions et ces incompréhensions. Et je pense que c'est peut-être un des risques d'avoir quelque chose qui cherche justement à toucher au-delà du cercle des spécialistes. Et c'est aussi parfois voilà, une difficulté qu'on a pu avoir pour réellement mobiliser au sein des UNIF. Alors, je vais terminer juste par peut-être quelques idées ou bien initiatives qu'on souhaiterait lancer. La première idée, c'est celle que le format en ligne, à mon avis, est là pour durer, mais c'est quelque chose qu'on a dit. Je veux dire, pour notre plus grand bonheur ou notre malheur, ça dépend peut-être du taux qu'on a. Et je pense que les enseignants-chercheurs, par rapport aux chercheurs stricto sensu, ont peut-être une appréciation différente, mais c'est quelque chose qui, je pense, restera et qui, de mon point de vue, est quand même largement positif. Et face à cette idée-là et face au diagnostic, je dirais, maintenu peut-être d'une atomisation ou bien de la faiblesse de l'approche comparative au sein des UMIFRE, il nous semble au CEFREPA nécessaire de formaliser peut-être les rendez-vous inter-UMIFRE, de prolonger en fait ce qui a été
lancé avec le CEFREPA en se concertant dans les semaines à venir pour élaborer peut-être une thématique transversale, une thématique qui jouerait pleinement la carte du comparatisme. Et donc, pour ça, on a prévu de lancer une concertation. Alors, il se trouve qu'il va y avoir un roulement important au CEFREPA dans les mois qui viennent, mais c'est quand même quelque chose qui nous semble vraiment important à lancer, d'une part parce que l'expérience de Socosma, je pense, a été positive sur le plan institutionnel, sur le plan scientifique, mais aussi parce qu'il y a, je pense, une vraie demande et c'est, à mon sens, vraiment le rôle de nos institutions. D'une part parce que ça permet de montrer ce qu'on y fait de façon facile, et d'autre part parce qu'il y a un vrai fondement, je dirais, scientifique qu'il faut creuser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je propose que nous fassions comme sur la table ronde précédente, hein, on collecte les questions, sauf si vous avez une ou deux questions vraiment très spécifiques que vous souhaitez poser dès maintenant. Mais si ça n'est pas le cas, je ne vois pas de main se lever, de caméra s'ouvrir. Donc, si ça n'est pas le cas, nous allons passer à la deuxième présentation et nous prendrons les questions en fin de session. Donc, je laisse la parole maintenant à Géraldine Chatelain. Alors, je branche mon micro. On vous entend très bien, en fait. Ah non, bon, très bien. Alors, comment je peux partager? Bonjour tout le monde, déjà, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, tout simplement en cliquant sur partager l'écran? Normalement, oui. Voilà, ça devrait le faire. On va y arriver. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la première page de mon PowerPoint? Est-ce qu'elle prend Alors, non, pour l'instant, non. Ah. Zut. Non, c'est-à-dire que vous voyez quoi pour l'instant sur l'écran? Ça, c'est toujours le problème. Rien du tout. En fait, on ne voit pas votre écran. Partager l'écran. Là, ça commence. Ça y est, ça commence. Voilà, on va y arriver. Donc là, si vous pouvez mettre en plein écran, ce serait parfait. En plein écran, oui. Voilà. Bon. C'est bon. Merci de votre patience. Alors, j'ai donc été conviée à cette table ronde pour présenter un programme qui n'est pas un programme de recherche, qui est abrité dans une institution qui n'est pas non plus principalement une institution de recherche, bien qu'il y ait des chercheurs. On entend, excusez-moi, je vous interromps, on vous entend très mal. Je pense que le micro, il faut que vous soyez plus proche de votre micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Là, ça va mieux, donc je crois qu'il ne faut plus bouger. Oui, je ne vais plus bouger. Donc, je disais que le programme que je vous présente aujourd'hui, qui est Bibliothèque d'Orient, ça n'est pas un programme de recherche. Et il est abrité par une institution, la BNF, qui n'est pas en premier lieu une institution de recherche, mais qui, tout en étant sous la tutelle du ministère de la Culture, comprend aussi des postes de chercheurs. Bon, alors ce n'est pas mon cas, je n'ai pas un poste de chercheur au sein de la BNF, je suis chargée de mission pour les relations internationales au sein de la délégation aux relations internationales. Et donc, je m'occupe de la zone Moyen-Orient et en particulier, je coordonne le programme Bibliothèque d'Orient, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un site, une plateforme numérique collaborative
rassemblant des documents, plus de 10 000 documents à l'heure actuelle, qui sont dans les collections physiques à l'origine d'un grand nombre de partenaires, dont évidemment d'abord de la BNF, mais également à l'heure actuelle, on en est à plus d'une vingtaine de partenaires. En gros, je vais vous présenter les grandes lignes de ce programme et en conclusion, réfléchir à la question qui était posée dans cette table ronde, qui est la question de la mise en réseau ou de l'incitation au travail, au meilleur travail en réseau des partenaires, dont beaucoup sont des UMIFRE. Donc, le site Bibliothèque d'Orient, c'est un site qui organise les documents qui sont versés par les partenaires ou qui sont numérisés par la BNF autour de la thématique à l'origine des interactions entre la France et le Levant, mais thématique qui est en train de s'élargir à toute la question des études orientales, finalement, depuis l'époque classique jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, il y a, mis à part les documents qui sont classés de manière thématique via une arborescence de bibliothéconomie, il y a également des articles thématiques qui présentent ces différents documents, c'est-à-dire qui les éditorialisent, qui sont rédigés par une cinquantaine d'universitaires. Beaucoup sont français, mais pas uniquement. Et l'intégralité des fonctionnalités du site et des articles sont disponibles en 3 langues, français, anglais, arabe. Donc, tout est systématiquement traduit. On trouve sur ce site, comme je le disais, à peu près 10 000 documents, et ça ne cesse de grossir, qui vont des manuscrits, y compris de manuscrits très anciens et rares, des manuscrits, des rouleaux de la mer Morte, des Corans du Xe siècle, jusqu'à des périodiques du début du XXe siècle, des ensembles iconographiques qui comprennent beaucoup de cartes, de dessins, d'estampes, etc. Beaucoup de livres rares imprimés, et puis les éditions des bibliothèques partenaires. Donc, les langues des documents sont très variées, allant du français au syriaque, en passant évidemment par l'anglais, l'arabe, l'italien, l'hébreu, etc. Les objectifs et les fonctionnalités de ce programme Bibliothèque d'Orient. D'abord, la Bibliothèque d'Orient, qui a été créée en 2016, est mise en ligne en 2017, première mise en ligne en 2017, et la première des 6 bibliothèques patrimoine partagé de la BNF. Il y en a d'autres, sur France-Brésil, France-Pologne, France-Chine, etc. L'objectif principal, c'est d'assurer la conservation pérenne de collections, sinon peu accessibles, peu connues ou en mauvais état de conservation, donc beaucoup de collections des partenaires basés au Moyen-Orient. Et c'est évidemment également de rassembler et de donner accès aux sources pour les travaux de sciences humaines et sociales, dont l'histoire connectée. C'est plus une ressource pour les historiens, Bibliothèque d'Orient, que pour les sciences sociales du contemporain, pour une raison simple, c'est que la date butoir, en général, enfin la date butoir des documents qui sont mis en ligne, c'est 1945 que je vais essayer de pousser un petit peu au-delà jusqu'en 1950. Et donc, mis à part ces 2 premiers objectifs, il s'agit aussi de faire connaître ces documents à un public plus vaste, étudiants, enseignants, etc., de favoriser de nouvelles recherches et travaux collaboratifs. Voilà. Et ce site est accessible depuis les sites, le portail Bibliothèque d'Orient est accessible depuis les sites de la vingtaine de partenaires, et il utilise les fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, et de sa large diffusion, puisque Gallica reçoit 20 millions de visites par an. Donc, ces documents qui, jusque-là, étaient conservés dans les fonds de bibliothèques au Moyen-Orient, essentiellement, ou dans les réserves de la BNF, bénéficient d'une très, très large diffusion. Alors, les partenaires
il y a les, comme on dit en anglais, il y a les usual suspects, hein, les humifreux et les autres au Proche-Orient. Ça va évidemment de l'IFEA à Istanbul jusqu'à l'IFPO. Nous avons également la Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, les BAF, l'IDEO et le CE-Alex et l'IFEA en Égypte, plus un autre partenaire turc, SAL, qui est une fondation qui en particulier donne accès à de la documentation, elle, plus sur le XXe siècle, sur la première moitié du XXe siècle. En 2020-2021, on a un nombre considérable de nouveaux partenaires qui se sont joints au programme ou qui vont, avec lesquels des négociations sont en cours pour le rejoindre, dont toute une série de bibliothèques américaines, la New York Public Library, Harvard, Columbia, Princeton, les archives diplomatiques françaises, etc., etc. En France, la BULAC, l'Institut catholique de Paris, le Collège de France, et au Proche-Orient, ou au Moyen-Orient, je devrais dire, de nouveaux partenaires irakiens, parce qu'on a un nouveau volet sur l'Irak qui a été lancé l'année dernière, et des nouveaux partenaires également à Jérusalem et au Caire. Et donc tout ça, évidemment, requiert le soutien de mécènes. Donc je vous passe les détails de tout ça. Les perspectives futures des bibliothèques d'Orient, c'est évidemment d'étendre la numérisation et l'intégration dans le site de nouveaux documents, l'identification de nouveaux fonds, éventuellement aussi la restauration de ces documents. C'est également de nouer de nouveaux partenariats et d'étendre le champ géographique. On a commencé à ouvrir les discussions avec le CEFREPA récemment et on pense présenter peut-être un projet sur la numérisation de fonds au Yémen. D'ouvrir le site aux archives écrites et audiovisuelles qui n'y sont pas encore, aux archives écrites et audiovisuelles. Alors, les archives écrites sont très peu représentées pour l'instant. Ça représente des défis particuliers. Et puis surtout, ouvrir aux documents audiovisuels. On a déjà beaucoup de photographies, mais l'audiovisuel sonore, par exemple, les films, les images animées, nous n'en avons pas encore. Et il y a beaucoup de besoins au Proche-Orient, pas forcément chez nos partenaires traditionnels des humifreux, mais ailleurs. Et en particulier, il y a des corpus que les chercheurs liés aux humifreux ou en tout cas aux institutions de recherche françaises sur lesquels ils travaillent et qui pourraient bénéficier d'une sauvegarde et mise en ligne à travers Bibliothèque d'Orient. Donc, on en discute. Je vous passe les détails assez techniques. Il va falloir qu'on travaille aussi sur l'inclusion du turc dans la partie éditoriale. C'est une demande qui vient de nos partenaires en Turquie. Créer des supports de valorisation plus éducatifs. Créer un site sur le site des espaces dédiés aux bibliothèques partenaires afin qu'elles puissent présenter l'histoire de leurs fonds et de leurs documents remarquables. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Or, l'histoire des fonds est un objet d'étude en lui-même et un grand intérêt. Et évidemment, renforcer la coopération entre les bibliothèques spécialisées au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, afin de faire du site une référence. Il l'est déjà, hein. Mais surtout un outil de production du savoir. Voilà, donc j'en viens à ma dernière diapositive, qui est vraiment la question de la mise en réseau des partenaires. Quand on m'a sollicité pour participer à cette table ronde, ma première réponse a été de dire: mais Bibliothèques d'Orient, c'est un projet structuré verticalement. C'est Éric Vallée qui avait communiqué avec moi. J'avais répondu: c'est un projet structuré verticalement. Il n'y a pas beaucoup de transversalité. Le fait est que moi-même, je suis à ce poste depuis début décembre, donc je n'ai pas en main absolument toutes les cartes et tout l'historique de ce qui a pu se faire précédemment, mais ça a été une bonne occasion de me pencher dans l'historique du projet. Alors, c'est structuré verticalement, évidemment, puisque c'est une initiative de la BNF, et que, vu le nombre de partenaires, hein, même à l'origine, il y en avait 8, maintenant, il y en a presque une vingtaine, et le fait que le financement de ces projets passe par des mécènes avec des
des dotations qui vont à la BNF et que la BNF ensuite redistribue à ses partenaires. Donc, ça crée nécessairement une structure assez verticale. Alors, théoriquement, en termes de transversalité, il y a un conseil scientifique qui rassemble des personnalités scientifiques de la recherche plutôt historique sur le Proche-Orient et essentiellement française. Et puis, tous les directeurs des institutions partenaires sont de facto membres du conseil scientifique, enfin de jurés plus exactement, membres du conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il ne se réunit pas suffisamment souvent. C'est aussi très, très lourd de mobiliser des gens qui sont très occupés et qui sont occupés souvent eux-mêmes par des tâches de gestion administrative du fait de leur responsabilité à la tête des centres de recherche, en particulier des UNIFRE. Il y a tout un tas de questions que moi j'estime importantes d'un point de vue de recherche, hein, d'un point de vue scientifique, qui ont besoin d'être tranchées et qui n'ont pas encore été tranchées, ce qui montre aussi la difficulté de faire fonctionner ce conseil scientifique de manière efficace. Hein. Par exemple, les limites chronologiques qu'on doit adopter pour accepter des documents, la dénomination géographique, Levant, Orient, Moyen-Orient, qui est à problématiser, la ligne éditoriale, etc. Bon, c'est une question complexe, celle de la responsabilité scientifique. Alors, un domaine dans lequel le Bibliothèque d'Orient a renforcé une collaboration existante, c'est entre les partenaires en Égypte, à savoir l'IFAO, l'IDEO, le CE-ALEX également, mais ils sont un peu plus loin, et l'Institut des manuscrits arabes, avec qui nous n'avons pas encore signé un partenariat, mais on n'est pas loin, on est en train de discuter, et qui travaille déjà depuis longtemps avec l'IDEO en particulier, alors sur des questions techniques de numérisation et de production des métadonnées, et sur le développement d'un outil de catalogage des manuscrits arabes, Diamonds ILS. Le projet Bibliothèque d'Orient soutient depuis 2020 grâce à un nouveau mécénat de la fondation américaine Mellon, qui est une fondation qui par ailleurs soutient beaucoup la recherche également. Hein. Donc ça, certainement, cette question du réseau et du travail en commun préexistait et a été renforcée par les besoins de la production numérique qu'appelle Bibliothèque d'Orient. Il y a eu en 2019 organisé à la BNF des rencontres internationales Bibliothèque d'Orient qui ont rassemblé encore une fois les responsables des institutions partenaires plus des chercheurs qui avaient travaillé sur une partie des fonds mis en ligne sur Bibliothèque d'Orient. On n'a pas eu d'autres événements scientifiques. Alors évidemment, en 2020, comme tout le monde, on s'est retrouvé un peu limité dans nos ambitions. Coordinateur de projet, enfin, il y a eu vacances du poste. Donc, j'espère, moi, pouvoir relancer un programme d'événements scientifiques qui va permettre de mettre en réseau les chercheurs qui utilisent Bibliothèque d'Orient comme une source. Voilà, pour l'instant, comme je disais, il y a peu d'initiatives. Alors, quelques pistes que moi, j'aimerais lancer, ça serait de lancer une consultation auprès des partenaires. Quand je dis partenaires, encore une fois, il s'agit des centres de recherche, des bibliothèques. Bon, il y a la partie bibliothèque au sein des centres de recherche et la partie chercheurs. Et jusqu'à présent, voilà, il y a eu peu de synergie entre les deux, donc il faut le mettre en route. Donc, lancer une consultation auprès des partenaires sur la manière dont ils verraient une meilleure valorisation de Bibliothèque d'Orient pour la production de savoir. Je pense qu'on pourrait aussi, et on commence à en discuter avec certains des partenaires historiques avec qui on renouvelle les conventions, donner de la visibilité aux programmes de recherche en cours. Il y a plusieurs programmes ANR qui s'appuient sur des documents ou qui utilisent ou qui valorisent des documents qui sont conservés dans les fonds des bibliothèques partenaires, et on pourrait également utiliser Bibliothèque d'Orient pour mettre ces programmes de recherche en valeur et leur donner une nouvelle dimension. Et donner également aux données produites dans ces programmes de recherche une visibilité via le site. Il serait bien d'avoir plus de collaboration pour la sélection documentaire. Hein.
on est en train d'intégrer, enfin, il y a une sélection documentaire pour l'intégration et la mise en ligne qui est très importante, mais il y a très peu de communication entre les bibliothèques partenaires et les chercheurs sur la pertinence de choisir tel ou tel document plutôt que d'autres. Or, il y a pas mal de documents qui sont en doublon entre instituts. Donc, il y aurait un travail à faire aussi à ce niveau-là. Et enfin, proposer, mais encore une fois, ça viendra de la BNF, mais on espère que les partenaires, via la consultation, lanceront d'autres idées, mais l'éditorialisation thématique qui permettrait d'écrire des articles sur un thème, mais impliquant plusieurs auteurs. Moi, j'aimerais assez commencer par une problématisation de la notion d'Orient, hein, parce que de manière un peu provocatrice, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à désorientaliser Bibliothèque d'Orient, que dans ma perspective, moi, d'anthropologue, je trouve un peu trop voilà, orientaliste. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais il faudrait au moins poser question sur ces dimensions-là. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Même si on a un petit peu débordé sur le temps, donc on a une question de Maria Zoupe. Peut-être Maria, on la garde pour la suite et puis on va enchaîner. Donc Jean-François Pérouse, donc maintenant va prendre la parole pour nous présenter donc les observatoires urbains. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais rapidement vous proposer une petite histoire du réseau des observatoires urbains ou structures assimilées sous des noms variés. Il ne s'agissait pas nécessairement d'observatoires. Observatoires donc du pourtour de la Méditerranée ou de la Grande Méditerranée. Ensuite, pour pouvoir formuler quelques enseignements possibles pour aujourd'hui. Alors, les études urbaines, entendues au sens large, ont été et peuvent toujours être fédératrices et moteurs de coopération entre UMIFRE, des coopérations qui ont été plus ou moins formalisées. Elles ont été formalisées selon des approches disciplinaires très différentes, selon des montages et bricolages institutionnels très divers, dans des perspectives, selon des temporalités diverses, etc. Et elles reposent, ces collaborations, au-delà du méditerranéisme, sur l'idée d'une communauté de problèmes, d'affinité, sur l'idée d'un patrimoine commun, historique ou naturel, qui pourrait être valorisé collectivement. Alors, je procéderai en 3 temps. D'abord, rapidement, un rappel des formes prises par ce réseau. Ensuite, la coordination en elle-même, telle qu'elle a pu fonctionner. Et enfin, donc, les enseignements possibles pour aujourd'hui. Alors, les formes prises par le réseau ont reflété les phases de l'histoire et de la configuration, de la consolidation des observatoires urbains, et ainsi que l'histoire des UMIFRE. Donc, il y a une grande hétérogénéité de ces histoires et des formes prises par chaque observatoire qui se reflètent évidemment dans les formes prises par le réseau. On avait avant, on pourrait parler d'une circulation de chercheurs par le haut. C'est intéressant quand on regarde les archives de l'Institut, parce que je parle quand même d'Istanbul encore, et bien de voir ces chercheurs qui passaient, qui allant à Beyrouth ou à Téhéran, passaient par Istanbul. Donc ça crée quand même des contacts. Réseau par le haut, qui était lié aussi à la formation des chercheurs jadis, la triple formation linguistique, arabe, persan, turc, et qui permettait une existence, mais très réservée à quelques personnes d'un réseau. Je passe là-dessus. Simplement, la genèse des observatoires urbains, il faut remonter à 1983, donc c'est au CEDEJ qu'apparaît à la fin 83 l'Observatoire urbain du Caire contemporain.
Et le Caire sera toujours, évidemment, l'observatoire de référence qui aura un rôle important de parrainage des autres observatoires et qui donnera longtemps le ton et qui donnera aussi la forme de la coopération. L'observatoire urbain du Caire est suivi fin 1988 par celui d'Istanbul, puis donc en 93 par celui du Sermok à Beyrouth, mais avec un intitulé spécifique, l'Observatoire recherche sur Beyrouth et sa reconstruction. Donc là, on voit qu'on a un objet d'étude qui est déjà préformaté et qui est limité. L'intitulé de cet observatoire sera repris en 1999. Alors, on a dans ce premier moment de l'histoire des observatoires et de la collaboration dans les observatoires un certain nombre de points communs entre ces observatoires qui vont donner à la collaboration sa forme principale. C'est le rôle du ministère de l'Équipement et des architectes dans ces premiers observatoires, des architectes urbanistes, à travers le bureau de recherche architecturale. D'une part, c'est le rôle, sauf pour Istanbul, de la coopération française en Égypte d'une part et à Beyrouth d'autre part, notamment des grandes institutions comme l'IORIF au Caire ou la PUR, l'Atelier parisien d'urbanisme pour Beyrouth. Et le rôle du CNRS qui est à l'époque plus important que, s'il fallait comparer dans la mise en place de ces observatoires, que le ministère des Affaires étrangères. À partir de la fin des années 90, on a une extension, une diffusion du modèle, mais avec une hétérogénéisation croissante. Donc, au centre Jacques Berck, Rabat, avec l'atelier, donc vous voyez, observatoire, programme, atelier. Ensuite, à Téhéran, avec une espèce d'observatoire en 2005 qui doit beaucoup à l'OUI à Istanbul, puisque là, on avait en quelque sorte du bilatéralisme dans l'histoire de l'observatoire de Téhéran. Et puis des initiatives, je ne sais pas bien comment les qualifier, mais mes collègues qui les ont vécues de l'intérieur pourront m'aider à trouver les mots, du côté à Tunis, à Alexandrie, à Jérusalem et autres. Et merci donc à Sylvie Dumerger pour cette précision concernant l'IFEAC. Je n'étais pas au courant. Voilà, encore donc un modèle, mais évidemment sous des formes très très variées. Alors, à cet accroissement des partenaires potentiels s'ajoute un élargissement du champ de recherche. Ça, c'est fondamental. On passe des études architecturales et urbaines, habitat, forme urbaine, planification, à des études beaucoup, disons, qui s'étendent à la sociologie urbaine, à l'anthropologie urbaine, aux sciences politiques. Et un élargissement des fonctions, des factos de chaque observatoire urbain ou assimilé. Je voudrais renvoyer un rapport, c'est bien de lire les vieux rapports de 2000, qui est remarquable, donc Emmanuel Lebris et le regretté François Métral, sur les observatoires urbains, qui est vraiment très, très intéressant et qui parle de ce processus d'accumulation de données, de documents et de connaissances que caractérisent ces observatoires. Et j'ajouterais même de contact. Ça, c'est fondamental. Et ça fonde les fonctions de ces observatoires, fonctions de documentation, ce sont des centres de ressources, de capitalisation et de construction des sources primaires de la recherche. Et malheureusement, on méprise un peu trop parfois dans les UMIFRE cette fonction-là. Fonction d'accueil des étudiants, stagiaires, de formation à la recherche, fonction de recherche à proprement parler, recherche appliquée, plus ou moins appliquée jusqu'à l'expertise. Et enfin, fonction de mise en réseau et d'interface entre la recherche française, la recherche européenne et les recherches locales, mais aussi entre les recherches, et c'est tout l'objet du réseau des observatoires, les recherches dans les divers pays où sont implantés les observatoires.
le tout avec des statuts très changeants des responsables de ces observatoires, programmes, ateliers, ces fluctuations statutaires, évidemment, et ont impacté l'efficacité du réseau des observatoires. Il faut d'emblée le souligner. Alors, ce réseau, cette coordination, cette coopération, cette collaboration, eh bien, on peut l'historiciser. D'abord, on a eu une proto-collaboration dans les années 80-90, correspondant à la première phase que j'ai rapidement décrite tout à l'heure. Là, on avait une communauté relativement homogène d'acteurs, les architectes urbanistes, le bureau de recherche, etc., et une étroitesse, en définitive, des personnes concernées. Et on a eu un bon fonctionnement, une circulation des mêmes personnes. On pourrait même parler d'endogamie entre Le Caire, Beyrouth et Istanbul. C'était une forme de collaboration indéniable, liée à la circulation de personnes et une homogénéité des institutions et des objets d'études. Ensuite, deuxième temps, c'est celui que j'ai vraiment vécu, donc sur lequel je vais non pas m'appesantir, mais que je vais développer un peu plus, c'est 2007-2010. Là, on a un momentum où vraiment on a l'esquisse d'une coordination qui correspond à une volonté politique, et cette fois-ci du ministère des Affaires étrangères. Il faut bien le souligner, avec des moyens spécifiques qui ont été dévolus pour cette coordination. Donc, avec là des moyens spécifiques dévolus pour faire se rencontrer les responsables d'observatoires, pour permettre une concertation pour une gestion commune des ressources, ressources cartographiques et statistiques. Alors évidemment là, pour les ressources statistiques, Le Caire c'était le grand modèle, mais qui n'a pas pu être imité vraiment, mais pour des raisons multiples que vous imaginez bien dans d'autres pays. Donc il y a des asymétries qui ont gêné cette collaboration. Circulation des chercheurs, des jeunes chercheurs, des thésards, avec construction d'objets d'objets d'études, enfin de terrain pluriel. On peut penser à la thèse de Muriel Girard, par exemple, Fès, Alep, Istanbul, qui est un des qui correspond à ce momentum un peu, mais aussi la thèse de Charlotte sur l'histoire de l'assurance à Alexandrie, et qui a intégré aussi l'histoire de l'assurance à Istanbul, à travers des ressources communes, les cartes Gaude, d'ailleurs qui sont très bien représentées à la bibliothèque d'Orient. Donc, concertation, circulation, programme commun de recherche, organisation d'événements et publication. Alors, ces programmes, je rappellerai très brièvement, métropolisation, donc ça donnait lieu à une publication, développement durable, transition énergétique avec Éric Verdeil, quartier, ça c'était plutôt Istanbul-Téhéran, risque, ça donnait lieu aussi à un livre. Alors, après ce momentum, on a une retombée de l'enthousiasme, un changement des personnes aussi, un changement de contexte, un élargissement, une tentative d'élargissement aux écoles françaises à l'étranger, surtout Rome. Ça a donné lieu à une rencontre sur la jeunesse en Méditerranée, mais qui n'est pas allée, à ma connaissance, plus loin qu'une rencontre. Alors, pourquoi cet appauvrissement de la dynamique de coopération? Eh bien, moins de volonté politique, c'est très clair, moins de moyens, dégradation des statuts des responsables des observatoires, voire suppression de facto de ces responsables. Et puis aussi, c'est peut-être le prix de l'intégration locale des UMIFRE, c'est-à-dire que les observatoires ont cessé d'être les antennes de structures de recherche ou de décision situées en France, et se sont davantage inscrits dans leur environnement local, et donc sont devenus moins contrôlables d'une certaine manière. Et il y a eu un équilibre un peu difficile à trouver entre la légitimité locale et la légitimité internationale. Et l'accent a peut-être été mis davantage dans la construction de la légitimité
locales. Et il y a, c'est très important, une perte de monopole ou de quasi-monopole pour certains segments de l'activité des observatoires urbains ou assimilés, avec l'émergence sur les scènes locales de compétences et d'institutions de recherche urbaine, de documentation. Géraldine a parlé de SALT, par exemple, qui est vraiment un partenaire très important et qui, en matière de capitalisation documentaire, est un partenaire remarquable. Et donc, il y a eu un effet de perte de rareté. Donc, il faut reconstruire en tenant compte de ces évolutions. Il y a eu par ailleurs la fin d'un cycle d'accumulation documentaire, fonds de cartes, ce qui correspondait au premier âge des observatoires urbains, fonds de cartes, plans, tout ça a eu lieu. Et donc une perte de raison d'être, un petit peu. Donc, quels enseignements pour aujourd'hui, 40 ans, près de 40 ans après la formation du premier observatoire urbain et 20 ans après la mise en place des premières, la formalisation des premières dynamiques de coopération, vraiment. Les évolutions évoquées nous obligent à repenser l'architecture de cette collaboration, qui me semble toujours aussi nécessaire, pour de multiples raisons. Nos objets d'études sont transnationaux, qu'il s'agisse des questions environnementales, questions patrimoniales, questions de migration ou autres, et donc, disons, ne sont pas possibles dans le cadre d'un cloisonnement des espaces nationaux des espaces de recherche. Les préoccupations sociétales elles-mêmes sont transnationales. Il y a une mutualisation possible, des économies d'échelle qui sont possibles pour la gestion des ressources, et donc l'argument financier peut être avancé pour justifier une poursuite, une relance de cette coopération. La nécessité aussi plus scientifique d'arracher la recherche dans ces humifres à l'idiosyncrasie, c'est-à-dire d'essayer de développer le comparatif, et Laurent Bonnefoy évoquait la faiblesse de l'approche comparative tout à l'heure, et le réseau oblige eh bien, à remettre sur le métier cette question de l'analyse comparative. Et à cet égard, l'ouvrage récent, sous la direction d'Autier, D'une ville à l'autre, il y a un très bon article de Le Gallès qui revient sur cette difficulté des comparaisons en études urbaines. Donc, il faut prendre acte d'un certain nombre d'évolutions, et la massification, l'européanisation, l'industrialisation de la recherche, évidemment, n'est pas très, ne permet pas, compte tenu de leur taille critique, aux observatoires urbains de trouver une place dans les nouvelles architectures des programmes de recherche. Là, il y a un vrai problème qui est lié aussi au statut des responsables, etc. Mais je crois qu'il demeure la nécessité d'assurer une interface entre acteurs locaux divers et la recherche urbaine française. Il reste une nécessité de valoriser, et ça je crois que c'est fondamental pour nous. On a une histoire, un patrimoine documentaire qui est exceptionnel, de valoriser un patrimoine et des traditions scientifiques de recherche en études urbaines qui sont à défendre contre certaines hégémonies manifestes sur le marché international de la recherche, et de faire des observatoires urbains des vecteurs de la collaboration sud-sud, en prenant acte de ces nouveaux rapports de force, des nouveaux équilibres. Et c'est ce qui avait été tenté modestement, mais vous voyez, à travers la collaboration entre le Caire, Téhéran et Istanbul, on avait vraiment mis en place quelque chose. Évidemment, ce n'était pas très formalisé, mais les acteurs locaux ont vraiment travaillé ensemble. Là, les gens de la mairie d'Istanbul ont rencontré les gens de la mairie de Téhéran, etc., et du Grand Caire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, au-delà des collaborations ponctuelles ou de personnes, la coordination des observatoires urbains reste, à mon sens, une nécessité qui peut être stimulante. C'est un besoin, c'est pas seulement une nostalgie de ma part,
un potentiel à l'intersection de tutelles différentes qui peuvent être mobilisées encore d'une façon ou d'une autre. Ministère de l'Équipement, ministère de l'Environnement, ministère de la Culture, IRD, AFD, outre CNRS et ministère des Affaires étrangères. Donc, je crois qu'en relisant très brièvement cette histoire, on voit tout le potentiel, toutes les fragilités évidemment, mais tout le potentiel que recèlent ces observatoires ou assimilés dans disons, dans la dynamique de collaboration entre les UMIF. Merci. Merci beaucoup pour cette perspective historique. Alors effectivement, les observatoires ont une histoire qui est longue et ont aussi probablement à repenser leur avenir. Alors, on va maintenant passer à la dernière intervention donc de Wassila Saïdia. Donc Wassila, je te laisse la parole sur les coopérations intra-Maghreb. Merci Sylvie, et puis merci au GIS d'avoir pensé à m'associer à cette table ronde. Alors, en tant qu'historienne, je commencerai par rappeler très rapidement, ne vous inquiétez pas, l'histoire de l'IRMC, si nous nous appelons IRMC, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. C'est parce qu'à l'origine, la compétence de l'IRMC portait donc sur le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il y avait donc une antenne à Rabat qui a pris son autonomie pour devenir le CJB. Et c'est pourquoi, quelque part, nous avons de manière, c'est quasiment inscrit dans l'ADN de l'IRMC, cette coopération inter-UMIFRE et forcément fait partie de l'histoire et de l'ADN de l'IRMC. Je vais vous proposer une réflexion dans un angle d'attaque multiscalaire en distinguant le Maghreb, l'Afrique, le bassin méditerranéen, l'Europe, pour aller même hors d'Europe, parce que nous menons des actions et des activités avec des UMIFRE qui se retrouvent dans ces différents espaces, alors des activités bien évidemment de nature différente. Et j'espérerai, donc je construirai mon propos autour de 2 points. Dans un premier point, j'essaierai de voir un petit peu des exemples que j'estime pour ma part réussis. Et dans un deuxième moment, j'essaierai de voir un petit peu les limites et les perspectives de ces collaborations. Alors, je commencerai par des exemples réussis avec un premier point sur le centre Jacques Berck, qui est l'alter ego, bien évidemment, de l'IRMC pour le Maghreb, mais aussi pour l'Afrique subsaharienne. En effet, vous le savez probablement, à l'IRMC, la plupart des programmes de recherche ont une compétence ou ambitionnent de couvrir l'ensemble du Maghreb. Ça a toujours été dans l'histoire de l'IRMC. Et c'est pourquoi, de manière très naturelle, le CJB est le partenaire incontournable que l'on va rencontrer pour toutes nos écoles doctorales. On ne peut pas imaginer d'organiser une école doctorale sans que des collègues, des étudiants marocains puissent venir. Il en va de même pour nos colloques internationaux, mais aussi nos séminaires de recherche. Je ne vais pas vous donner la liste des opérations dans lesquelles le CJB est en collaboration avec nous, mais peut-être mentionner en tout cas 2 exemples. Tout d'abord, l'école doctorale sur le genre. La première école doctorale ayant pour thématique les questions du genre a été organisée à l'IRMC en 2018 et nous avions tout naturellement comme partenaire le CJB. Je pense aussi au colloque international Patrimoine en péril qui lui date de 2017. Où le CJB était bien sûr à nos côtés. Et puis plus récemment, dans ce souci d'ouvrir en direction de l'Afrique subsaharienne, je rappellerai bien sûr que Tunis se trouve dans une position privilégiée pour aussi être l'interface entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et puis la rive nord de la Méditerranée. Existe depuis 2016 une école doctorale particulière dont Sylvie a mentionné l'existence, donc l'école doctorale itinérante Maghreb, Afrique subsaharienne en sciences humaines et sociales. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de rester dans une perspective sud-sud
est de réunir des doctorants et des collègues qui sont inscrits dans des universités du Maghreb et d'Afrique subsaharienne francophone. Elle est itinérante. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons commencé à Bamako, nous sommes partis à Saint-Louis du Sénégal, nous avons été à Cotonou, nous avons été à Sousse, et si tout va bien, nous espérons être à Abidjan au mois de juin prochain. Alors, on réunit des doctorants pour travailler sur des questions de méthodologie, et le Centre Jacques Berck, alors que l'expérience commence à peine en 2016, est bien sûr partenaire de l'opération. Nous avons essayé, puis moi-même de mon côté, j'ai essayé d'élargir cette collaboration. Alors bien sûr, on a beaucoup d'universités du Maghreb et d'Afrique subsaharienne qui sont des partenaires. Nous avons bien sûr l'IRD qui est partenaire avec nous, nous avons l'AFD, et j'aurais souhaité pouvoir associer d'autres UNIFR. Il avait été question à un moment donné de discussion avec notre UNIFR du Nigeria, mais c'est posé tout simplement la question de la langue de travail étant le français, parce que nous sommes dans un espace francophone dans ce dispositif. Alors, ce partenariat justement entre les UNIFR du Maghreb a permis aussi la mise en place d'un dispositif, cette fois-ci en direction du bassin méditerranéen, avec donc la Méditerranée comme espace de collaboration. Un premier exemple se trouve dans le REM, le réseau des études maghrébines. C'est un réseau qui a commencé à se structurer en 2011 et puis qui a vraiment est rentré dans sa vitesse de croisière à partir de 2015. Il regroupe donc du côté deux écoles françaises, la Casa de Velasquez d'un côté et l'école française de Rome, et puis deux UNIFR, le CJB bien sûr et l'IRMC. Alors nous organisons chaque année une école doctorale thématique depuis 2015. Nous ambitionnons maintenant, et on a été freiné, mais comme beaucoup d'autres instituts, dans notre élan de vouloir diversifier les activités de ce réseau j'arrive même plus, le réseau des études maghrébines, ici quand même, je vais y arriver, et ça devait être organisé l'année dernière à Tunis, mais va être organisé en novembre prochain à Tunis, une école doctorale intitulée « Penser les archives de l'archéologie au Maghreb, enjeux patrimoniaux, scientifiques et politiques ». Alors, l'année d'avant, en 2019, nous étions à Rabat, autour d'une école intitulée « Mobilité et religion en Afrique méditerranéenne, antiquité, temps présent ». C'est ainsi que nous essayons, vous l'aurez compris, de trouver des thématiques qui puissent être suffisamment transversales et porter sur une chronologie large, de manière à pouvoir justement avoir de véritables passerelles avec les deux écoles françaises du bassin sud de la Méditerranée. Une autre action est menée aussi avec une autre UNIFR de la zone et du bassin méditerranéen, et cette fois-ci c'est sous l'égide d'AMU et de la fondation Amidex. AMU a intégré, devenu une des tutelles de la partie USR de l'IRMC avec le CRFJ, ce qui nous a ainsi permis de penser à des thématiques communes, et ça a vraiment été en concertation avec la direction du CRFJ, de manière à avoir dans les programmes et dans les axes de recherche des deux UNIFR la manière de pouvoir mettre en commun des thématiques pour pouvoir justement bénéficier et porter des projets de recherche. Alors, je vous donnerai qu'un seul exemple. Nous avons soutenu à part c'est Amidex, bien évidemment, c'est AMU qui finance, mais un projet qui partait des Juifs de Djerba, ces Juifs de Djerba installés à Marseille et installés à Jérusalem. Et là, nous rentrions et nous croisions le CRFJ comme l'IRMC, à la fois des thématiques qui portent sur les questions religieuses, que nous développons au CRFJ comme à l'IRMC et bien sûr à AMU, mais aussi des questions liées aux mobilités. Mon troisième point de ce premier point, c'est de se poser ensuite la question, donc nous avons le Maghreb, nous avons le bassin méditerranéen,
élargissons un peu plus avec vers d'autres continents et de voir comment est-ce qu'on a essayé justement de pouvoir cette fois-ci se greffer ou être sollicité par d'autres UMIFRE. Je pense au projet d'IRN qui malheureusement n'a pas pu aboutir, porté par le centre Marc Bloch, où l'IRMC, mais à l'instar d'autres UMIFRE, était partenaire. Je pense aussi à ce contrat de mobilité doctorale qui a été octroyé par l'INSHS. Et cette fois-ci, nous étions en partenariat avec l'UMIFRE de Lima, avec une doctorante qui est actuellement à Tunis, mais qui travaille aussi sur un terrain du Pérou. Alors, très rapidement, je voudrais peut-être arriver à cette deuxième partie sur les limites et les perspectives. Alors, les limites, c'est que moi, j'ai le sentiment finalement que nous sommes, alors pas avec le centre Jacques Berck, mais même avec le centre Jacques Berck d'une certaine façon, toujours sur des one-shots qui se reconduisent certes, mais il me semble que nous manquons de vision stratégique à long terme pour structurer au mieux ces actions. Et finalement, le fait que AMU devienne tutelle de l'IRMC et en même temps, enfin de l'USR, la partie USR, j'insiste, de l'IRMC et du CRFJ, nous a donc donné l'opportunité de réfléchir conjointement avec le CRFJ justement autour des thématiques communes et de pouvoir vraiment structurer un appel commun. Et ça, je pense que ça nous a permis de mutualiser des actions autour de thématiques communes et puis, bien évidemment, de bénéficier d'un soutien. Donc, ce type de programme et cette réflexion plus large, sous une forme de cadrage, permettrait de mutualiser, bien sûr, sur le plan scientifique, ce que nous faisons les uns les autres, parce que finalement, eh bien, on ignore très souvent, en tout cas, je parle de moi, je ne veux pas impliquer mes autres collègues qui ont peut-être une vision plus large. Alors bien sûr, je sais à peu près ce que font les uns et les autres. Malgré tout, il me semble que ça manque davantage de concertation parce que tout simplement, on ne l'a pas initié. Peut-être qu'il nous faudrait créer, imaginer, inventer un espace. Et cette mutualisation scientifique nous permettrait aussi de répondre en commun à des appels et ainsi renforcer toutes les chances pour décrocher des subventions. Clairement, nous avons des axes communs et des concertations régionales, à commencer peut-être nous, entre le CJB et l'IRMC, devraient peut-être davantage être structurées, parce que moi j'ai une fois de plus eu une expérience vraiment très positive avec le CRFJ. À côté de ça, cette concertation, cette collaboration avec les UMIFRE. J'en parlais avec Éric Vallée qui discutait, nous allons discuter avec Éric de cette question des centres de publication peut-être en France, etc. Je voulais peut-être rappeler que l'IRMC avait un service des publications. L'IRMC est éditeur et a des accords avec un éditeur spécialisé qui est Cartala et reconnu dans ce domaine de spécialisation, mais il n'y a pas que des éditeurs, il n'y a pas qu'une relation, il y a une relation privilégiée avec Cartala, mais nous avons aussi des relations privilégiées avec des éditeurs en Tunisie, dont certains diffusent dans l'ensemble du monde arabe, mais aussi en Europe. Pourquoi ne pas mettre ce service des publications qui existent à la disposition aussi des publications du CEDEJ ou du CJB, peut-être penser à mutualiser à partir donc de ce socle et de cette tradition que nous avons à l'IRMC. Je pense qu'aussi, en termes de publication dans le sens premier du terme, nous pourrions aussi imaginer plus de concertation entre ces UMIFRE, on va dire, de l'Afrique. Je rappelle quand même que l'Égypte appartient aussi au continent africain, quand même, on est d'accord là-dessus, avec justement bénéficiant du savoir-faire de l'IRMC en la matière, sachant bien sûr que les conseils scientifiques, les conseils de publication de ces deux UMIFRE valideraient et ne nous renverraient que les manuscrits. L'idée, c'est pas de faire une OPA sur les productions des UMIFRE. Donc voilà très très rapidement ce que je souhaitais partager avec vous. Je vais d'avance anticiper le fait que j'avais bloqué sur mon agenda un créneau entre 11h15 et 12h45 et j'ai un rendez-vous à 13h que je ne pourrai pas modifier. Donc, je vais essayer de rester avec vous au moins jusqu'à 12h50, 12h55. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Essile. Alors, effectivement, on a pris un petit peu de retard, donc je vais m'autoriser à aller jusqu'à 12h55, mais je pense qu'on n'ira pas nécessairement beaucoup plus loin. Alors, avant de passer à la discussion générale, excusez-moi, avant de passer à la discussion générale, je vais quand même donner la question très ponctuelle que Maria Zuppe avait posée à Géraldine Chatelain, et si vous pouvez y répondre très rapidement. En fait, la question de Maria était la suivante. Est-ce que le projet est en contact avec la Middle East Libraries Committee, association internationale des bibliothécaires des fonds moyen-orientaux? La réponse extrêmement rapide est non. Je viens de vérifier auprès de mes collègues qui connaissent le projet depuis plus longtemps que moi. Donc voilà, on va faire le nécessaire. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très rapide. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, à ouvrir votre micro, à lever la main. Tous les outils sont possibles. En attendant peut-être les premières questions, je vais faire moi-même quelques remarques. Alors d'abord, je vous remercie tous les quatre d'avoir dressé ces tableaux très complets sur les différentes formes de coopération que vous menez, que vous encadrez, que vous suivez. J'ai une remarque peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Wassila en toute fin de présentation. Il est clair que la coopération inter-UMIFRE, elle peut aller, c'est pas facile de la mettre en place peut-être à un niveau régional, mais elle peut tout à fait être aussi beaucoup plus large, avoir une vocation beaucoup plus large, être internationale sur des thématiques spécifiques. Et par rapport à ce que Laurent disait sur peut-être quelle pourrait être la perspective de développement du séminaire SOCOSMA, je pense qu'en fait, ça serait intéressant que vous réfléchissiez justement en termes de thématiques et en termes de thématiques qui pourraient éventuellement être ouvertes au-delà en fait de la zone que vous couvrez. Parce qu'en fait, on l'a vu par exemple sur l'IRN, alors il n'a pas abouti à l'IRN dont Wassila a parlé sur la question migratoire. La question migratoire, c'est une question qui a clairement une résonance sur absolument tous les continents. Et autour de cette question-là, toutes les UMIF ne travaillent pas en fait sur la question migratoire. Donc quelque part, se limiter à son champ régional, ça limite aussi les possibilités de construction en fait sur des thématiques. Et sur cette question migratoire, on a bien vu qu'il y avait des UMIF absolument de partout sur l'espace international qui étaient intéressés. C'est vraiment, voilà, je vous dis plutôt, en fait, c'est des réflexions qui me viennent après avoir entendu vos présentations. Une deuxième réflexion, c'est aussi en lien avec ce qui a été dit ce matin dans la première table ronde autour de l'Europe. On voit bien qu'il y a, que dans les différents pays dans lesquels vous vous trouvez, il y a d'autres centres internationaux. Et une manière aussi d'élargir, ça peut aussi être cette coopération avec d'autres centres, notamment européens. Et je voulais partager avec vous une expérience qui a été faite dans la zone Asie, en fait, par le CEFC à Hong Kong. Je crois que cette expérience s'est arrêtée, mais dans le milieu des années 2010, le CEFC en fait avait justement essayé de concentrer autour de lui les recherches européennes sur la Chine. Donc, pour aller au-delà des recherches françaises sur la Chine, voir ce qui se faisait au niveau européen. Et le CEFC organisait tous les 2 ans, si je ne me trompe pas, un séminaire, une conférence dédiée aux jeunes chercheurs, donc doctorants et post-doc européens qui travaillaient sur des questions chinoises. Et ça avait eu un très grand succès parce que ça a permis en fait d'attirer vers le CEFC et d'attirer vers ce centre qui de fait est petit, comme tous vos centres,
une multitude de jeunes chercheurs qui venaient des autres pays européens et qui n'avaient pas nécessairement justement une accroche d'un pays. Voilà, les Allemands, il n'y avait pas nécessairement de centre équivalent en Chine sur la Chine, et donc qui ont eu, grâce à ce biais, la possibilité aussi d'aller travailler en Chine, de rencontrer des jeunes chercheurs français et européens qui travaillaient sur la Chine. Donc c'est peut-être aussi un modèle que vous pouvez essayer de penser autour. Alors je pense c'est important d'avoir des thématiques comme les observatoires urbains. Ils étaient justement thématisés et ça permettait, je pense, de bien rassembler autour de ces thématiques un peu précises une communauté, mais peut-être en l'élargissant, soit, alors il y a différentes dimensions, voilà, soit à des chercheurs européens sur la zone, soit éventuellement hors zone. Je vais m'arrêter là et éventuellement, si vous avez des premières réactions sur ma propre réaction. Laurent, ouais. Non, mais ce qui me semble important pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux jeunes, c'est en fait l'effet, je ne sais pas, génération. Moi, j'en fais partie, bon, Eric aussi, mais je dirais un peu génération CEPHAS qui arrive en fait par des synergies qui se créent sur de longues années. Et ça, c'est extrêmement important d'axer justement vers les doctorants, parce que je me souviens que selon les disciplines, à partir du moment où il y a une dynamique qui se crée au niveau local, l'institution, elle fonctionne comme un aimant pour les jeunes chercheurs et chercheuses qui justement n'ont pas ce type d'institution. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ces mémoires institutionnelles, c'est-à-dire de se dire qu'il y a cet ancrage sur le temps long qui justement multiplie les possibilités d'avoir réellement un réseau qui se met en place. Et c'est pour ça que les institutions, elles sont réellement précieuses. Et c'est pour ça qu'il faut aussi les soutenir, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie d'une certaine manière quand ça tourne. Beaucoup les directions, et c'est quelque chose qu'évoquait aussi Jean-François dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a cet ancrage-là qu'il faut d'une certaine manière chérir et faire fructifier. Moi, j'aimerais rebondir sur ce point parce que je crois que la question de l'institutionnalisation de ces partenariats, elle est centrale et plusieurs d'entre vous l'ont abordée. Wassila aussi disait qu'il y avait beaucoup d'activités en commun, mais qu'à chaque fois c'était one shot et qu'il fallait à chaque fois remettre les choses en place. Et c'est vrai que ces instituts sont caractérisés par un turnover très rapide, en fait, à la fois des directions, des chercheurs, à différents types de postes. Donc c'est à la fois une richesse et du coup ça crée aussi des difficultés dans la pérennisation, dans l'institutionnalisation. Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité pour faciliter cette institutionnalisation, pour, je dirais pas graver dans le marbre, mais en tout cas, disons, surmonter les effets d'instabilité du personnel, aussi, je dirais, priorités changeantes au niveau thématique, des choses par exemple comme les observatoires urbains. Dans mon souvenir, bon, ça existe encore, mais grâce aussi à beaucoup de bonne volonté individuelle des uns et des autres, pas forcément liées à des dynamiques institutionnelles qui se seraient pérennisées. Donc, est-ce que vous voyez des moyens d'inscrire dans la durée des types de collaboration ou au moins de les préserver de certaines formes d'instabilité ? Moi, il me semble qu'on pourrait réfléchir au sein des conseils scientifiques. Là, je pense notamment à celui sur le pôle Maghreb. Nous, on a un conseil scientifique commun avec le CJB, justement peut-être pour vraiment mettre à plat ou se dire, ça pourrait être un des lieux de discussion, je crois. On pourrait aussi imaginer, alors bon, moi quand j'ai pris mes fonctions, c'était une période un petit peu particulière pour le CJB où il n'y avait
pas encore de direction permanente, on était dans une période de vacation. Donc, mais je pense que ensuite, quand on a pu se rencontrer avec Adrien, on a beaucoup avancé, par exemple, sur le réseau des études maghrébines, parce qu'on s'est rencontré avec les collègues dans le cadre donc, de l'école doctorale dont je parlais de 2019 et avec les collègues de Rome et de Madrid. Pourquoi pas on a établi une feuille de route à ce moment-là. Et j'ai envie de dire que presque bêtement, on n'a pas pensé à établir notre propre feuille de route avec Adrien, mais de manière très large. Par exemple, comme je le disais, les écoles doctorales de l'IRMC, on ne fait pas d'école doctorale, ou quasiment peu, juste sur la Tunisie. C'est le minimum, c'est le Maghreb. Donc, c'est évident qu'on pourrait imaginer de formaliser cela. Pour moi, ça me semble évident. De la même manière, nos colloques internationaux, c'est très rare qu'on ait une thématique juste précise sur la Tunisie. Alors après, la Libye, c'est un petit peu particulier. Après, on peut toujours avoir aussi des choses plus régionales. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas de nier les spécificités. Il y a des choses qui ne portent que sur le Maroc, et c'est très bien, des choses qui ne portent que sur la Tunisie. Mais quand même, la tendance est quand même de penser Maghreb. Alors, pourquoi ne pas… Voilà. Donc, je me dis, un lieu peut-être, le conseil scientifique, surtout que nous, on a… Comme je vous l'ai dit, on n'est que 2 UMIFRE. Alors, c'est vrai, sur certaines UMIFRE, les conseils scientifiques, il y a beaucoup d'UMIFRE. Nous, on est que 2, quoi, concrètement. Alors, c'est vrai que je dis, entre les débuts, cette vacation au niveau du poste de Rabat, puis le Covid ne nous a pas aidés. Mais je me dis que voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais pouvoir proposer à la personne qui prendra la direction de l'IRMC à partir du mois de septembre, vraiment l'engager à prendre très vite contact avec Adrien, mais là aussi avec le jeu des chaises musicales, je pense il me semble que le mandat d'Adrien se finira 1 an après le mien, mais c'est pas grave, il y aura bien à un moment donné une jonction, et peut-être que ce mien peut être fait par le conseil scientifique. Voilà. Je réfléchis à haute voix et sans imaginer toutes les… Il n'y a plus qu'à. Alors, comme je ne serai pas là en plus, on va dire que c'est très facile, elle donne ses idées, mais elle ne sera plus là. Oui, c'est pas grave. On fait quand même avancer, je l'espère. Merci, Wassila. Est-ce que Jean-François… Oui. Oui, juste un élément de réponse peut-être aussi à la question de la pérennisation posée par Élise. Je pense qu'il y a le recours à la tiers institution qui serait en métropole et donc et qui pourrait être au-delà des changements de personnes dans les UMIFRE, garante d'une plus grande stabilité et de partenariat. La tiers institution, je pense qu'il y a aussi les ressources partagées qui font l'identité de certains centres de recherche et qui contribuent à leur singularité et à alimenter des recherches. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut cultiver et qui assure une pérennisation. Il y a aussi l'ancrage dans des traditions scientifiques spécifiques. Je parlais pour le champ des études urbaines d'une certaine de l'approche française, parce que si on compare avec les autres centres européens qui sont, je parle encore de la Turquie, désolé, à Istanbul, mais on pourrait dire un peu, il n'y a pas cette tradition d'études urbaines, elle n'existe pas, et donc là il y a quelque chose qui est partie de ce patrimoine important. Il y a aussi des méthodologies aussi. Je pense à toute la tradition d'études statistiques du Caire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est stable, qui fonde une vraie identité d'institut qui peut être partagée dans la durée et alimentée. Voilà, des suggestions pour tenter de répondre un peu à ta question, Élise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Sylvie Denoy souhaiterait intervenir. Oui, c'est un peu la même idée que ce que Jean-François Pérouse vient de dénoncer. C'est vrai qu'il faut travailler, quand il y a un turnover très rapide dans ces institutions, la solution, c'est effectivement de travailler avec des tiers. Alors, les tierces institutions, oui, si on monte des programmes et qu'on les fait en partenariat avec une UMR, après…
c'est garant de quelque chose qui va rester, d'une certaine pérennité. Et surtout, il ne faut pas oublier les acteurs, c'est-à-dire que ce sont les chercheurs qui font tourner les programmes dans les UMR. Et c'est vrai que dans les institutions genre UMIF ou EFE, comme le turnover rapide, on peut aussi faire des partenariats avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs en poste en métropole. Et après, ça continue à tourner. C'est un programme bilatéral ou multilatéral entre, mettons, l'IFPO et une UMR. Et le chercheur en charge de ce programme continue à le faire tourner, soit avec les nouveaux arrivants, soit avec différents partenariats. Mais même si le turnover est rapide, il y a moyen de faire des choses pérennes grâce aux tiers institutions ou chercheurs. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Alors, le temps tourne. Je voudrais peut-être également ajouter un petit point là-dessus. En fait, c'est plutôt un partage d'expérience par rapport justement aux autres zones. Vous le savez, il y a certaines UMIF qui sont regroupées en USR régionales. Donc, on a le cas en Amérique, on a le cas en Asie orientale, Inde et Afrique. Et alors, c'est un montage CNRS au départ, mais il y a certaines UMIF, en particulier celle du pôle Amérique, donc les deux UMIF qui sont dans l'USR Amérique, qui ont utilisé en fait cette structure commune de l'USR régional pour décider d'axes de recherche communs et donc qui ont affiché des axes de recherche qui sont les mêmes. Donc, si vous allez voir l'IFEA Pérou et le CEMCA Mexico, vous trouverez exactement les mêmes axes de recherche. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va monter des USR régionales dans votre zone, ni même qu'il faut que tous les axes soient les mêmes dans toutes les unités, mais une manière aussi de véritablement formaliser, d'un point de vue vraiment institutionnel, de formaliser la coopération, ça pourrait être de partager certains axes, en fait, d'avoir dans la structuration des axes de recherche des unités, des axes qui pourraient être partagés avec une ou deux autres UMIF, en fonction, c'est juste une suggestion par rapport à la question de l'institutionnalisation pour aller au-delà simplement du one-shot que je comprends très bien par ailleurs. Oui, Laurent. Juste par rapport à ça, moi je pense que c'est avec des événements, en fait, effectivement mobilisés via une institution tierce, qui peut être directement le CNRS probablement, d'avoir des événements. Je pense que l'idée d'avoir une école doctorale régulière et puis un séminaire régulier inter-UMIF sur une thématique peut probablement être la chose la plus porteuse, quoi. Mais ça, il y a besoin d'avoir effectivement l'appui direct, ou ça peut se faire par le GIS ou pour justement transcender cette question du turnover et puis des one-shots dont parlait Wassila. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être repasser la parole parce que là, on arrive vraiment à la fin à Eric ou à Élise. Oui, alors peut-être, moi, je voudrais juste, sur un tout petit point, dire que donc, dans le travail qu'on a fait là, sur les centres américains et européens, une chose qui est quand même assez frappante, alors c'est nos voisins allemands qui sont vraiment, je trouve, très, très efficaces dans cette structuration-là. Et c'est une grosse différence, une des grosses différences qu'il y a avec notre propre structuration de la recherche, c'est leur capacité à se projeter sur des durées assez longues. Et donc, on voit bien qu'il y a au moins 3 échelles, alors, qui sont en train de rentrer un peu dans nos usages aussi. Il y a l'échelle, disons, du projet à court terme ou, disons, un projet un peu coup de poing, 2 ans, 3 ans, c'est les formats ANR, ERC, enfin, ERC, c'est un tout petit peu plus long, mais bon. Ensuite, il y a le format des 5 ans, qui est justement celui des IRN, par exemple, qui permet quand même de structurer, de faire une structuration de moyen terme autour de grandes questions. Et puis, il y a cet horizon des 10 ans que, par exemple, les collègues allemands ont mis en place avec leur projet de Meriam Center, qui sont des gros clusters qui associent des centres de recherche à l'étranger, des universités, qui vise aussi à développer des vrais partenariats locaux et qui joue sur cette durée-là. Et c'est vrai qu'il me semble que dans notre système actuellement, on a encore un peu du mal à jouer sur ces différentes gammes, à savoir où on met quoi, c'est-à-dire, par exemple, c'est clair que
des partenariats autour de l'enseignement et de la formation avec des écoles pour des jeunes chercheurs, des doctorants, enfin, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui est extrêmement structurant, mais que ça ne porte des fruits que sur une durée au minimum moyenne de 5 ans, et que c'est encore mieux si ça peut être porté au-delà et s'ancrer dans le paysage, parce que ça veut dire qu'on arrive à des effets qu'évoquait Laurent tout à l'heure, qui sont des effets générationnels, où on crée aussi sur la longue durée des décloisonnements en rassemblant comme ça des jeunes chercheurs. Mais sur d'autres axes, peut-être que la durée de 5 ans est suffisante, parce qu'après, par exemple sur le Covid, on voit bien que là, c'est une question d'actualité. Comment est-ce qu'on ancre ça dans une durée plus large? Là, on n'est pas sur quelque chose qui est effectivement à cette échelle de 5 ou 10 ans. Mais c'est vrai qu'on a à poursuivre, je pense, cette réflexion-là. Et également, moi, je retiendrai comme une suggestion forte de cette table ronde, cet angle mort, alors c'est pas vraiment un angle mort, disons cet angle un peu délaissé du comparatisme, qui alors certes était travaillé dans toute une série de disciplines, qui est une question très ancienne des sciences sociales, mais qui dans la pratique, pour des raisons institutionnelles qu'on n'a pas besoin de redétailler, mais dans la pratique est rarement mis en avant, parce que notre structure institutionnelle à tous les niveaux pousse plutôt à des formes de spécialisation de terrain, et la dimension comparatiste, on le sait, n'est pas toujours très valorisée, notamment au niveau des recrutements. Et donc, les mauvaises habitudes, d'une certaine manière, se prennent assez tôt. Et donc là, je crois que on a vraiment une réflexion collective à mener, et qui est là vraiment, je dirais que c'est aux chercheurs de mener cette réflexion-là. Aux institutions, les tutelles peuvent nous aider, mais c'est à nous vraiment de nous emparer de ce sujet-là à cette échelle qui est pertinente pour beaucoup d'entre nous, qui est cette échelle régionale large, voir déjà comment on peut aller plus loin dans cette familiarisation avec cette gymnastique du comparatisme. Et puis, il y a là aussi cet horizon plus lointain que Sylvie vous évoquiez, de ce comparatisme interaréal qu'il faut aussi pousser, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel, là aussi, on a pris un certain retard par rapport à d'autres milieux de recherche voisins. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes pour ces 2 tables rondes qui ont été déjà très, très stimulantes.